Et si vous pouviez entrer dans les coulisses des leaders? Je suis Mireille, coach certifiée pour dirigeants d'entreprise et fondatrice de Coach Me. Depuis toute petite, j'écoute les histoires de celles et ceux qui osent entreprendre, diriger, chuter et se relever. Dans ce podcast, je vous invite à découvrir l'envers du décor, des conversations vraies, intimes, avec des leaders audacieux. Parfois, je vous partagerai ma vision de coach, des astuces concrètes, des révélations vécues lors de mes accompagnements pour inspirer votre propre leadership. Quelles sont les plus grandes difficultés des dirigeants? Quels sont leurs secrets de réussite? En quoi leur histoire a-t-elle façonné les dirigeants qu'ils sont aujourd'hui? Bienvenue dans Leader en coulisses. Bonjour David. Bonjour Mireille. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de vous avoir à mon micro. Alors, on est dans la villa Sainte-Andrews, cette magnifique villa à Marly, en Lorraine, une villa moderne, luxueuse, nichée au cœur du golfe de la Grange aux Ormes. 4 suites aux vues époustouflantes, équipées de salles de bain somptueuses et d'une literie d'excellence, une magnifique piscine et une vue absolument incroyable sur le trou numéro 16 précisément. Alors, sur votre site internet, on peut lire « La villa Sainte-Andrews, c'est simplement l'hébergement parfait pour les amateurs de luxe à la française, tout en restant dans la simplicité ». Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Bien sûr. Donc c'est effectivement une villa qui a été dessinée et construite par moi-même. Ça a été beaucoup de mois, voire même d'années de dessins et de travaux. Et c'est une villa qui est constituée d'un vaste salon séjour et cuisine majestueuse qui donne sur, et je vous reprends, pardon, non pas une piscine, mais un couloir de nage de 15 mètres. Ah, pardon. Voilà. Et sur le trou numéro 13. Oui. Celui qui porte chance n'est pas le 16, comme vous venez de dire. J'ai dit 13 ? Absolument. Non, ça, vous avez dit 16. Mais c'est 13. Ah bon ? Oui, bon, oui, c'est pas très grave. Je réécouterai. Bon, vous réécouterez. Très bien. Voilà. Donc après, oui, elle a constitué, bon, bien sûr, à l'extérieur, si on veut rester sur l'extérieur d'un couloir de nage, avec différents espaces comme une cuisine d'été, et puis aussi un pole house où il y a douche et WC, dans la même mouture que l'intérieur, et j'y reviendrai plus tard. Nous, on a aussi donc un espace bras zéro, salon en négatif par rapport aux espaces verts, qui est quelque chose d'assez original et esthétique. Et puis aussi un espace salon à l'extrême gauche du fond du jardin qui s'offre sur un... J'ai envie de me répéter, tant pis, mais un couloir qui va justement sur le golf et qui nous invite à presque dépasser les limites de la propriété. Après, pour ce qui est de l'étage et aussi au rez-de-chaussée, nous avons 4 belles suites où on a effectivement chambre, salle de bain, dressing et des terrasses vues sur le golf. Voilà. Alors déjà, à entendre la description, ça donne déjà vraiment envie. Moi, ce que je vous invite à faire, chers auditeurs, c'est aller voir d'une part le site internet de la Villa Andrews. Je vous mettrai le lien dans les commentaires. Et puis, encore mieux, c'est de venir visiter directement parce que franchement, il y a une émotion et un cachet particulier qui se dégage ici. Comment vous est venue cette idée? D'où est né ce projet finalement, créer la Villa Sainte-Andrews? Parce qu'à Marly, franchement, en Moselle, c'est assez peu commun. Oui, c'est vrai, il faut oser. Ouais. Moi, je me dis, d'ailleurs, dans la vie, en général, il faut oser. Et pour tout vous dire, ça vient de l'émergence de mon amour pour la Grèce. C'est mon pays de cœur, là où on a d'ailleurs notre résidence secondaire depuis 1993. Et c'est quelque chose que je caressais déjà à l'époque, très jeune. Je voulais justement faire cette expérience là-haut, pour tout vous dire, à un moment donné de ma vie, et ça n'a pas pu se faire. Alors, bien sûr, étant aussi marlien depuis quelques années, je lorgnais lorsque je passais sur le golf d'un éventuel lotissement qui pouvait se faire. Et puis, ça s'est chose faite parce que un lotissement est né sur les années 2010 et je me suis rendu régulièrement à savoir quand est-ce que ça pouvait aboutir. Et puis, parti au moment de la vente des parcelles, je me suis tout de suite engagé, je crois même, pas le premier, mais en tout cas le deuxième, à prendre la plus belle parcelle qui était bien entendu en hauteur, comme disent les Grecs, et vue exclusive sur le golf, mais vraiment, donc à l'intérieur du golf, sur le trou numéro 13. Nous ne méprenons pas. Alors, quelle est la vocation de cette villa ?
En fait, vous y habitez ? Alors oui, bien sûr, c'est notre résidence principale, Ouais. où on a une aile qui nous est dédiée. Et bien sûr, quand on la partage, parce que c'est un lieu de partage avant tout, on offre à nos clients les extérieurs, le bas, les chambres, et plus, même s'ils veulent aller dans le garage pour garer leur voiture ou la recharger, etc. Et on a aussi, bien sûr, à disposition 2 belles petites golfettes qui nous permettent d'aller nous promener en mode électrique, bien sûr, sur le golf et ailleurs, puisqu'ils sont homologués. On peut aller sur la route. Trop chouette. D'ailleurs, je tiens à préciser, vous évoquez le garage. J'ai jamais vu un garage comme ça. Avec, je peux le dire. Oui, vous pouvez, bien sûr. Une collection de baskets. Sneakers. De sneakers, pardon. Décidément. Une collection de sneakers. Et une autre collection sur le mur en face, c'est ça ? De casquettes. De casquettes, voilà. Et une trappe, comme on peut trouver dans les vieilles maisons lorraines. C'est ça. Comme il y avait chez mes grands-parents, en fait, à l'époque, avec cette grosse trappe en bois, comme ça, qui donne donc au niveau du sol et qui donne accès à une cave. Voilà, c'est une trappe dissimulée qu'on pouvait l'avoir dans les granges à l'époque, avec bien sûr une vieille poulie que j'ai récupérée pour faire lever la trappe, avec une corde à vache qui vient d'une grange, et puis tout est resté dans son jus. J'ai même poussé le bouchon plus loin, j'y ai attaché, puisque j'ai été visiter une ânerie, pour la petite anecdote, là où il y avait des clochettes pour les chèvres en Grèce, j'ai pris une petite clochette et je l'ai attachée à cette corde à vache, pour la petite anecdote. Voilà. Alors vous dites que, on sent vraiment le caractère authentique, hein. Vous avez le souci du choix des matériaux. On a l'impression que, au-delà d'un simple matériau, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Et d'ailleurs, vous dites, c'est la seule maison neuve avec une âme dans ce secteur finalement. Ça veut dire quoi pour vous, une maison avec une âme ? Alors la vraie difficulté, c'est d'y mettre avant tout sa propre âme. Vous ne pouvez pas, même avec des matériaux très beaux et très chers, se réduire à dire que c'est beau et que ça a une âme. Il faut pouvoir le faire avec le cœur. Et chaque élément qui a été fait ici, mais dans tous les détails, ont été dessinés par moi et faits par moi ou des artisans sur lesquels j'aurais donné évidemment le sens du détail, mais aussi le calpinage, comme je le dis souvent, qui est propre à mon métier, pour pouvoir avoir quelque chose d'harmonieux, de fluide. Et ce mélange de matériaux qui est sur le bois, naturel, en l'occurrence des portes toute hauteur, qui viennent des bois des pays de l'Est, mais aussi des métaux, des verres et du béton. Cette harmonie de ces différentes matières, et dans sa fluidité d'ailleurs, nous emmène dans un résultat juste à la fois original et époustouflant. Et ce n'est pas mes termes, c'est ceux des gens qui viennent ici et qui me répètent souvent que c'est un lieu qui est magique et qui ne laisse pas transparaître, en tout cas, l'apparence d'une maison contemporaine, neuve. Oui, voilà. Il n'y a aucune froideur, bien au contraire. Il y a beaucoup de chaleur, de cachet, comme je disais. Et quelle est la vocation aujourd'hui de votre villa, finalement ? Vous la louez pour des événements. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qui sont vos clients et comment vous travaillez avec ? Alors oui, c'était un petit peu timide au début. On pensait, avec ma compagne Marina, d'y accueillir les gens en chambre d'hôte, parce qu'on a effectivement... et c'est pas moi encore une fois qui le dis, des chambres qui sont magnifiques, qui sont raffinées et propres, avec des tissus aussi de grande qualité, des éclairages, enfin on est dans une recherche bien spécifique et on voulait donc offrir ce qu'on ne trouvait pas forcément dans des hôtels ou même dans des chambres d'hôtes, sans pour autant critiquer les autres confrères. Voilà, on a été dans un détail particulièrement soigné. Et donc, oui, effectivement, on a ouvert au début ces 3 premières chambres, qui est donc, la première, c'est celle qu'on loue le plus avec le jacuzzi thérapeutique, qui est donc sur la terrasse et vue sur le golf. Donc, la suite Monsieur Jones,
Ensuite, on a été sur la terracotta, qui se rapproche évidemment de mon métier de carreleur mosaïste. Et ensuite, la Mykonos, pour faire le clin d'œil à la Grèce qui m'est si chère. Et face à ce succès grandissant, on a ouvert en rez-de-chaussée, pour des raisons aussi pratiques pour des gens qui ne pouvaient pas forcément monter des marches d'escalier, la fameuse chambre Jane, en référence à Jane Birkin, et qui est donc sur une vue directement sur le couloir de nage. D'accord. Voilà, donc à partir de là, face à cet engouement, ces réservations régulières, on avait des demandes, est-ce qu'on peut faire un mariage, est-ce qu'on peut faire un anniversaire? Et là, tout doucement, en se mettant sur les réseaux, les différents canaux que je ne vais pas citer, parce que tout le monde les connaît, on a eu des demandes spécifiques comme les juges commissaires du golf, des célèbres handballeuses, mais aussi beaucoup de gens qui sont venus de la profession de l'automobile pour faire des exhibitions, j'ai envie de dire, au niveau de leurs autos. Et ça a été ça fait boule de neige, tout simplement. Oui, vous avez travaillé avec des belles marques. Voilà, et avec des gens formidables. On a fait une publicité avec la gagnante de Pékin Express, mais qui était aussi la deuxième dauphine de Miss France également. Ouais. On a Miss Lorraine qui vient bientôt. On a des gens qui aussi du spectacle pour lequel on ne peut pas donner de nom encore. Mais c'est vrai que c'est assez excitant. On a eu, donc, pour revenir à la publicité, on a eu donc la maison Chopard qui est venue shooter bien sûr des bijoux, etc., de la joaillerie, etc. Et c'est assez impressionnant de se retrouver finalement de but en blanc, de chambre d'hôte à lieu d'event planning, comme on dit. Et Célia et Charlotte nourrissent les réseaux de manière très équilibrée, très esthétique et avec un vrai fil conducteur. C'est pas redondant, quoi. C'est quelque chose qui fonctionne bien et c'est très. Je vous invite à y aller, quoi. Oui, évidemment. Ça me fait penser à quelque chose. Vous savez, on dit souvent dans l'entrepreneuriat comme ça que parfois il faut commencer par faire les choses avec le cœur, faire des choses avec passion, qu'on aime profondément faire, et que quand en plus on est doué pour le faire, ça appelle le succès. Finalement, c'est un petit peu ça aussi l'histoire de cette vie-là, c'est-à-dire que vous avez fait les choses vraiment par intuition, par amour, et finalement, ça vous amène, vous arrivez à en faire un outil de travail qui est en plein succès finalement. Alors oui, ce qui m'anime évidemment, mais ça a toujours été mon premier baseline, c'était l'amour du métier. Pour reprendre mes premiers amours, qui étaient donc le carrelage et la mosaïque. Et donc oui, ça animé, là aujourd'hui, on peut parler de 40 ans et 3 mois de passion. Je peux presque prétendre sans que je n'ai jamais travaillé de ma vie. Tellement vous avez aimé ce que vous faites. J'aime par-dessus tout. Et aujourd'hui, là, à plus de 40 ans j'ai envie de dire de travail, entre guillemets, j'ai jamais eu la moindre angoisse. J'ai toujours été dans l'esthétisme, dans la précision, dans le goût du beau, dans l'artisanat, dans la précision. Et ça se ressent, tant dans mon parler vis-à-vis de mes clients que aussi dans le résultat final, parce qu'il reste juste, on va chercher l'effet waouh, finalement, pour rester simple. Ouais, et c'est réussi. Alors justement, revenons à vous un petit peu, David. Vous nous avez indiqué que vous êtes carreleur mosaïste. Vous venez d'une famille d'origine italienne, avec un père arrivé en France très jeune. En quoi ce contexte familial a pu vous forger ou vous amener à ce que vous êtes aujourd'hui ? Déjà, dans un esprit où j'ai été éduqué avec une certaine modestie. On est fils, enfin, on est des immigrés à l'origine, et on est arrivé, enfin, en tout cas, mon papa, très, très, très tôt, ne savant pas parler français, il est arrivé dans un pays où on lui a expliqué qu'il fallait qu'il reste les deux pieds dans une chaussure, et il l'a fait très bien. Il a travaillé, il a gagné de l'argent, il a mis, comme il le disait lui-même, un sou au-dessus de l'autre, et voilà, c'était quelqu'un qui avait une vraie valeur du travail et de l'argent. Et ça, c'est très important. C'est des valeurs qu'il nous a inculquées et qu'on continue à perpétrer auprès de nos enfants respectifs. Parce que j'ai aussi des frères et sœurs, et on a aussi cet esprit-là. Et ça, c'est important de pouvoir continuer à finalement transmettre. Et s'il y a un héritage, c'est bien sûr celui-là. D'accord. Et donc, très jeune, vous avez rejoint l'entreprise Nassau, fondée par votre papa. Voilà. C'est ça.
Qu'est-ce qui vous animait à 12 ans sur les chantiers? Vous m'avez expliqué que très tôt, vous avez débuté dans le métier. Oui, c'était un petit peu mes travaux de vacances d'été. J'allais aider papa sur les chantiers à ramener du carrelage avec mes petits bras musclés. Et puis à ramener de la colle, ramener du mortier, ramener des joints, enfin tout ce qu'on pouvait faire en manutention, puis être un petit peu observateur de la dextérité de mon père, qui faisait ça avec une gestuelle presque magique, et il faisait chanter la truelle, comme il le disait très justement, et il avait ce don de pouvoir expliquer avec beaucoup de détails ce qu'il pouvait faire. Et ça m'a complètement subjugué, ça m'a fait tomber amoureux de ce métier passionnant. Et qu'est-ce qui s'est passé après ensuite? C'est quoi la suite de l'histoire? La suite. J'étais très bon élève, mais je ne pouvais pas rester à l'école. Donc j'avais besoin de rejoindre mon père. C'était quelque chose d'important pour moi. Et donc dès 14 ans, j'ai demandé à mon père de quitter l'école et d'aller faire un CAP de carreleur mosaïste. Et donc j'ai fait donc un pré-apprentissage, un apprentissage. J'ai obtenu mon CAP avec la note de 175 sur 200. Et j'ai été donc le premier à avoir le CAP avec cette note exceptionnelle. Et j'ai pu perpétrer, j'ai envie de dire, la tradition et reprendre le flambeau en 1993. D'accord. Voilà. Et après, je crois qu'on ne s'arrête pas là. Vous êtes parti faire le tour du monde. Oui, j'ai un petit peu voyagé. Vous avez un peu voyagé. Voilà, on a compris que vous étiez inspiré de la Grèce. Voilà, plus que du reste, on ne va pas se mentir. Mais je suis parti, j'ai mis ma vie entre parenthèses pendant 5 ans. Et puis je suis parti faire le tour du monde et surtout partir pour m'inspirer, parce que je suis quelqu'un de relativement curieux. Et d'une certaine manière, si on veut revenir un petit peu sur la ville à Saint-Andrew, c'est un petit peu le fil conducteur, c'est un petit peu la continuité de ce que je suis, tout simplement, de ce qui m'a inspiré, de ce qui m'a construit, évidemment, tant dans mon éducation, mais aussi dans ce que j'ai pu vivre en tant qu'homme. Là, on voit par exemple, je fais une petite aparté, il y a un paddle, et ça, c'est ma passion. Ça fait 15 ans que je fais du paddle, et sur une eau translucide en Grèce, qui est donc sans vagues, j'ai envie de dire, comme un verre d'eau. Comme un lac. C'est ça, c'est fantastique. On sent que vous êtes vraiment passionné, donc vous êtes passionné par tout ça. Et vous avez donc fait le tour du monde. C'était en quelle année ça? Ça, c'était en 2008. 2008, ok. Et quand vous êtes revenu, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis relancé un nouveau défi parce qu'on revient finalement à nos premiers amours. J'avais donc à l'époque vendu ma société, qui était florissante, qui était d'ailleurs reconnue, mais j'avais besoin de changement, j'avais besoin à un âge, c'était un petit peu la crise de la quarantaine. Oui, je connais. Et puis à un moment donné, on se dit, allez, on va voir ailleurs. Et puis, je pense qu'il est nécessaire pour tout homme avec un grand H de prendre le recul avant de se lancer dans quelque chose. Et une fois que ça s'est fait, on a fait le tour, comme on dit, et on revient à ses premiers amours. Et en 2011, si j'ai bonne mémoire, j'ai recréé Nassau Carrelage. Alors Nassau Carrelage qui est reparti, j'ai envie de dire, de zéro. Il faut aller retoquer chez les clients, il faut se représenter, redire qu'on revient un petit peu dans la profession. Et ça s'est fait presque dans un moment presque difficile, parce qu'on était en pleine crise des subprimes. Je ne sais pas si vous vous rappelez bien. Mine de rien, je ne veux pas dire qu'on nous a accueillis à bras ouverts, c'est pas vrai, mais ça a été assez facile. Dès lors que vous avez un savoir-faire, les gens le savent et vous font confiance. C'est ce qui presque est le plus dur à obtenir, vous le savez, la confiance. Donc quand on a ça, les gens vous passent bien sûr des marchés, des affaires. On leur fait le boulot, j'ai envie de dire, dans les temps, avec une qualité optimale et au prix. Et là, les choses s'emballent. Et puis la société a monté de fil en aiguille. Et puis arrivé... j'ai envie de dire, à l'aube de mes 50 ans, recrise de la cinquantaine, j'ai envie de dire, il n'y a pas de raison. Et puis là, j'avais envie de changer diamétralement j'ai envie de dire, d'horizon, d'objectif, de tout. Et je me suis dit,
que le courage était finalement quelque chose qu'on a peur de faire. C'est de recommencer quelque chose qu'on ne connaît pas, l'inconnu. Recommencer à zéro. Et puis de faire du para-hôtelier, ça reste quand même, pour moi, totalement inconnu. Il y a les gens qui viennent, faut pouvoir avoir un comportement dans le mood du luxe. Et puis, c'est un autre métier. C'est un autre métier. Et puis, on ne s'improvise pas comme ça, même si ça reste des chambres ou des maisons d'hôtes, avec de l'event planning, c'est quelque chose qui reste un vrai métier, ouais, effectivement. Et cette villa, donc, vous l'avez dessinée, vous l'avez pensée, vous l'avez portée. Vous l'avez bien décrite, hein, mais qu'est-ce qu'elle raconte de vous finalement ? Bon, un petit peu de tout. Il y a un petit peu... Je suis curieuse aussi. Oui, vous avez raison de l'être. Oui, elle raconte... c'est le vécu d'un homme, finalement. Je pense que quand on la regarde à l'intérieur comme à l'extérieur, elle raconte mon histoire. Elle raconte mon histoire avec mes victoires, mais aussi mes blessures. Et après, c'est quelque chose d'intime, hein, évidemment, mais on arrive à ressentir ici quelque chose de profondément humain, ou comme je le disais, on le disait précédemment, avec une vraie âme. Et les choses sont vraies ici. Il y a, par exemple, on le voit en dessous de l'escalier qui est en suspension, on a des vrais cactus. Et c'est un peu aussi une de mes passions. Voilà, je suis quelqu'un qui sait aussi me mettre à l'abri, mais qui sait piquer. Voilà. Et tout est aussi à la fois métaphorique dans tout ce qu'on peut visualiser. Si on a l'œil et si on est à l'écoute, et c'est ça qui est important, il faut être à l'écoute de l'autre, on arrive à comprendre ce qui se passe. Alors, vous avez une fille aussi. Oui. Quel regard portez-vous sur la transmission aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous avez envie justement de lui transmettre à votre fille ? Alors, je le disais assez maladroitement tout à l'heure, oui, je ne veux pas lui transmettre une belle maison ou un bel immeuble ou un beau terrain ou que sais-je. C'est plutôt c'est enlever le sens de la transmission du matériel. Ça n'a pas vraiment de sens. Il faut, comme me l'a finalement transmis mon père, c'est le sens de l'effort, du travail, du respect, de toutes ces choses qui finalement nous animent. Hein. Il faut que ça soit une véritable discipline pour que ça soit pérenne, pour avoir, j'ai envie de dire, la stature de quelqu'un qui est respectable. Revenons à vous en tant que dirigeant, en tant qu'entrepreneur. Quels sont, vous parliez de défis tout à l'heure, quels sont les plus grands défis de l'entrepreneuriat aujourd'hui ? C'est compliqué, surtout en ce moment, c'est pas les mêmes défis qu'on pouvait avoir. Alors je vais parler comme un vieux, pardon pour l'expression. Hein, non, quelqu'un d'expérience. Voilà, d'expérience. C'est ce qu'on recherche à ce micro. Voilà, exact. Mais oui, qu'est-ce que je pourrais donner un conseil en le véritable secret, c'est quoi ? C'est d'être exigeant. Mais il faut avoir aussi des qualités innombrables, tellement contradictoires. Un seul être au monde ne peut pas avoir tout. Il faut être à la fois âgé, avoir de l'expérience, mais il faut aussi être jeune, dynamique, extrêmement plein de vie, mais aussi être prudent, pessimiste, mais aussi optimiste. C'est assez paradoxal. Hein. Il faut être ambitieux, créatif, imaginatif. Mais quel est l'homme qui peut être à la fois jeune, vieux, ambitieux, timoré? Ça n'existe pas. Hein, on va pas se mentir. Non, le vrai secret, en réalité, c'est de s'entourer des gens qui ont les qualités que nous n'avons pas. Hein. Rechercher la complémentarité, c'est ce que vous avez fait en tant qu'entrepreneur ? Alors oui, parce qu'on ne va pas passer notre temps à se former pour être bon partout. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de payer des gens et bien les payer pour faire des choses que vous ne saurez jamais faire mieux qu'eux. Déléguer. Hein, déléguer, tout simplement. Voilà, c'est à la fois un combat sur soi, hein, de pouvoir lâcher prise. Oui. C'est presque... oui, il y a beaucoup de freins à la délégation. On y travaille beaucoup en coaching, absolument, d'ailleurs. Mais finalement, c'est ce que vous dites, hein, c'est savoir bien s'entourer et c'est absolument essentiel. Et si vous aviez à nous raconter le plus gros défi que vous ayez rencontré finalement en tant qu'entrepreneur, c'est quoi, selon vous, les plus grosses difficultés ?
Est-ce que c'est le marché? Est-ce que c'est la gestion du personnel? Est-ce que c'est c'est la gestion financière? Enfin, je veux dire, il y a plein de choses. On est tellement multicasquette quand on est dirigeant. Oui, on est un petit peu sur tous les fronts, vous l'avez dit. Oui, alors le personnel, ça reste quand même une vraie difficulté. On est confronté aujourd'hui à aller rechercher, évidemment, à le payer le prix qu'il faut, sans rechigner, parce que d'avoir des gens qui doivent être payés, parce que ça reste quand même aussi, et je parle de ma corporation, de mon métier de carreleur, des métiers pénibles, où le dos souffre, les genoux souffrent, et c'est vraiment important de pouvoir payer les gens à leur juste valeur, voire même un petit peu plus, voyez-vous, parce que je reste quand même dans ma réflexion ouvrier, fils d'ouvrier. On n'est pas patron, on est avant tout des hommes et des ouvriers, d'accord ? Et oui, alors il y a cette confrontation avec d'autres paramètres comme les fournisseurs, les délais, le matériel qu'on ne peut pas avoir à des périodes, j'ai envie de dire, économiques comme on a pu le connaître avec les différents problèmes d'approvisionnement avec la fameuse... avec l'Ukraine, j'ai envie de dire, sans faire de mauvais esprit et de géopolitique. Mais voilà, après, on a aussi les banques qui sont à un moment donné... autant ils peuvent ouvrir en grand leurs portes, autant ils peuvent être prudentes, et à juste titre. Ils suivent un petit peu les fluctuations du marché, et ils ont raison. Et tout ça, tous ces facteurs nous obligent un petit peu à faire les jongleurs et à nous obliger finalement à nous adapter. Et je crois qu'un entrepreneur, dans sa globalité, s'il n'y a qu'un seul mot, c'est l'adaptation. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on peut retrouver votre magasin ? Alors, je n'ai pas un magasin. Je vais appeler ça plutôt, avec beaucoup d'élégance, un showroom privé. Ok. Voilà, donc j'ai plus voulu le format du magasin où on rentre avec des grandes vitrines et puis 1500 sortes de carrelage, du petit au plus grand, et qui laisse souvent un choix compliqué à notre clientèle. Donc voilà, on est plutôt sur un format Donc on est sur un format showroom privé, on est sur une forme de bureau, appartement qui a été complètement repensé avec des carreaux inédits. C'est important parce qu'ils ont été sélectionnés exclusivement l'un après l'autre par mois, et on est dans un autre registre. J'ai envie de dire dans le carrelage, allez, disons-le, de luxe. Vous avez le droit de le dire. Voilà. Vous avez le droit de le dire. On a le droit de le dire. Exactement, donc des carreaux inédits. Et ce showroom privé, donc on peut le retrouver à Marly. Il faut vous contacter pour venir le visiter. C'est sur rendez-vous, j'imagine. Bien sûr, c'est sur rendez-vous. Les gens m'appellent de manière régulière et je leur offre bien sûr la venue. Et c'est à Jouer aux Arches. D'accord. Donc non pas à Marly. Mais je peux leur faire visiter puisqu'on est dans une villa de partage où les gens peuvent voir les réalisations qui sont faites aussi dans la villa Saint-Andrew. C'est un petit peu, ça sert aussi pour les deux, c'est important de le dire. Très bien, oui, effectivement. Les gens peuvent voir aussi le carrelage comme il est posé. C'est pas parce qu'il est chez moi qu'il est bien posé, parce qu'on sait faire ça de toute manière chez tous les clients. Et après, bien sûr, ils viennent faire le choix au showroom privé. Et là, il y a des choix qui sont sélectionnés avec des formats qui sont adaptés à leur projet, parce qu'il ne s'agit pas de mettre non plus des carreaux de 3 mètres par 3 mètres dans un WC. Ça n'a pas forcément de sens, quoique ça peut se faire aussi. C'est une question de goût, mais on est aussi là pour aussi diriger le client dans ce qui est proportionnel et esthétique. On a un devoir de conseil et on doit absolument pouvoir donner au client son propre choix, qu'il ait son propre choix, mais aussi qu'il puisse être dirigé à juste titre sur ses goûts. Et on a de multiples carreaux qui lui permettent de faire un choix plutôt esthétique, j'ai envie de dire. D'accord. Voilà. Donc, vous avez parlé de luxe. Il y a un sujet qui est souvent tabou, surtout en France, c'est le rapport à l'argent tout court. Vous dites avoir gagné intelligemment beaucoup d'argent. Quelle est votre vision d'un enrichissement sain ? Oui, j'ai gagné de l'argent, mais pas beaucoup d'argent. Ça serait tellement bien. Mais après, moi j'ai beaucoup d'argent, peut-être c'est par rapport à ce que je suis, parce que je suis resté toujours très modeste. Et pour moi, ça reste toujours beaucoup d'argent.
Voilà, quand on est ouvrier, fils d'ouvrier, je veux pas toujours me ramener à être réducteur sur ce que... Mais il faut pas oublier ses origines, c'est ça qui est important. C'est pas réducteur d'ailleurs, voilà, c'est se rappeler d'où on vient, ça reste essentiel pour garder les deux pieds sur terre. Et les gens, ils ressentent aussi il faut être accessible. Même si vous êtes dans le luxe, vous n'êtes pas obligé d'être condescendant. Et voilà, il faut être voilà, juste. Il ne faut pas non plus jouer un rôle. Alors oui, ce qui me permet d'avoir... il faut être en réalité en alignement avec ce qu'on est, tout simplement. Et voilà, c'est le cumul des choses. Il faut être passionné, comme je le disais. Et les voyages permettent de transformer. Il ne faut pas l'oublier, tout ça. Ça permet aussi d'avoir un esprit beaucoup plus ouvert, plutôt que de s'imaginer, de sélectionner un carrelage juste qui ressemble à celui qui a ouvert le showroom. C'est pas vrai. Il faut justement... alors, je vais employer des termes qui sont peut-être pas jolis, mais on ne doit pas avoir que des beaux carrelages pour nous. Il y a aussi des carrelages un petit peu moins jolis, mais qui peuvent plaire au plus grand nombre. Ça fait partie aussi de leur goût, et on n'est pas là pour critiquer, mais justement pour harmoniser les choses et faire un assemblage de tout ça pour que les choses soient fluides, mais surtout pérennes. Hein ? Alors, j'en reviens à la question de l'enrichissement sain. Du coup, je présume qu'à des moments donnés de votre vie, vous avez dû faire des choix concrets d'investissement aussi. Vous avez pris des risques ? Un petit peu, oui. Je reste quand même prudent. Hein, je fais comme mes amis banquiers, je tâche toujours d'être prudent. Et puis, la prudence, c'est la peur qui marche sur la pointe des pieds, disait Winston Churchill. Et c'est vrai qu'il faut être prudent dans ses investissements. Alors j'ai fait un choix un petit peu particulier. J'ai pas voulu m'enrichir d'un patrimoine extraordinaire. J'ai voulu transmettre, si je dois transmettre une chose, c'est à la limite au-delà des valeurs à ma fille Julia, c'est de transmettre Saint-Andrew. Saint-Andrew, ça reste quelque chose pour moi... la colonne vertébrale un petit peu de ce qu'on a pu vivre dans la famille. Je pense que ça reste quelque chose de complètement cohérent, de pouvoir se dire qu'une des plus belles villas de l'Est de la France, sur une vue, sur un golfe, avec très peu de privilégiés et des voisins qui sont formidables autour de moi, et quand on voit l'architecture de cette maison qui, et je l'espère, de tout cœur, puisse rester très longtemps debout, ça puisse être quelque chose un petit peu, une adresse confidentielle. Voilà. Ça. Le luxe pour vous, c'est quoi ? Une matière, une émotion, une philosophie ? Autre chose ? Alors je suis un peu plus... moi je suis dans le raffinement et l'élégance. Je suis quelqu'un qui ouvre la portière à la jante féminine, vous voyez, de la voiture sèche, un petit peu vieille France. Mais dans le luxe, pour moi, c'est pas le surplus, c'est le comble du luxe pour moi. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas. On est plutôt et d'un point de vue même vestimentaire, on est dans le quiet luxury, c'est dans les choses qui ne sont pas ostentatoires. Il faut être simple. C'est ça le luxe, c'est être simple. Vous n'êtes pas obligé de montrer ce que vous avez. Et je reprends les termes de mon père, il disait ce que les gens peuvent montrer, c'est tout ce qu'ils ont. Et il faut rester humble et simple. C'est ça le vrai luxe. Autant donner envie justement d'en savoir plus et de chercher où se trouve la vraie valeur des gens. Absolument. Absolument. À un dirigeant qui se demande s'il peut tout recommencer à 50 ans, qu'est-ce que vous lui diriez ? Qu'est-ce que je pourrais dire ? Parce que c'est un petit peu ce que vous avez fait finalement. Enfin, vous avez déjà toute une histoire, tout un parcours, mais finalement, la Villa Saint-Andrew, c'est un projet assez récent. Oui. Par rapport à toute votre carrière. Il faut quand même... on a beau être dirigeant, on n'a pas toujours le courage de faire des choses qu'on ne maîtrise pas. Et vraiment, là, c'est là qu'intervient le courage. C'est de faire ce qu'on ne sait pas faire. Je le disais tout à l'heure. Il faut avoir ce courage, il faut garder aussi cette honnêteté, cette maîtrise de soi, tout en étant prudent. Quand on commence à se lancer dans une nouvelle aventure, on n'est pas obligé non plus de mettre les petites croix dans les cases en faisant des études de marché et tout ce qui va avec. Il ne faut pas non plus être complètement scolaire. On peut se lancer dans l'aventure et se dire, tiens, on pose une maison là, elle est bien placée,
Hein, l'emplacement. On fait la bonne chose Alors je le dis toujours avec beaucoup de prudence, encore une fois, des chambres d'hôtes, c'est dormir autrement, c'est pas aller dans un hôtel impersonnel. Et les gens ils se sentent ici à l'aise. Vous pouvez voir d'ailleurs dans les avis Google, je cherche mes mots, et tout est dit. Alors David, on en arrive à la fin de cette interview et pour finir, j'aimerais vous proposer un petit exercice de coaching. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je suis d'accord, Mireille. Alors, vous avez construit une villa absolument hors norme, un projet de vie, une œuvre, un symbole. Mais en tant que coach, j'ai envie de vous poser une question que je pose souvent à mes clients dirigeants quand ils viennent de réaliser quelque chose de grand. Quelle est la prochaine marche, celle qui vous fait un peu peur ou celle qui vous fait vibrer ? Alors, je vais vous le dire en toute intimité, c'est quelque chose que je voulais garder un petit peu secret, comme moi. C'est que j'aimerais bien, au-delà de Saint-Andrew, c'est exporter... justement Saint-Andrew, mais avec, j'ai déjà le nom, bien sûr, Saint-Georges et Saint-James. Ah, génial. Voilà. Saint-Georges et Saint-James sont déjà dans les cartons depuis quelques mois et vont s'exporter probablement, alors on va le dire, à Bali, évidemment, mais aussi à Marrakech. Ah, top. Voilà. Donc c'est quelque chose... Des beaux projets. Oui, c'est des beaux projets. Alors oui, c'est quelque chose qui est un petit peu... en avant-première, ouais. Mireille. Écoutez, je suis ravie ravie d'avoir ce scoop en avant-première. Donc, vous avez une vraie projection, en fait. Et ce sera pour... Là, vous vous sentez prêt directement à foncer dans ce projet, ou bien vous allez vous prendre le temps. Comment vous voyez justement ce temps qui je rencontre prochainement les investisseurs qui vont se rapprocher d'une réunion et d'un tour de table sur lequel on va poser ça de manière assez concrète et commencer à dessiner les contours dès 2026. Ah, c'est déjà dans les tuyaux alors quand même. Ouais, on est bien avancé. Bon, vous nous tiendrez au courant. Oui, on promis, vous suit. Promis, vous pouvez. Super. Écoutez, on en a fini. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec cet exercice de coaching. Je vous remercie en tout cas, David, pour votre sincérité, pour votre authenticité, pour votre partage généreux et humain. Et je mettrai tous les liens pour vous retrouver en commentaire, essentiellement sur les réseaux sociaux, sur votre site internet, c'est ça ? Instagram, LinkedIn. Oui, tous les canaux, absolument. Voilà, on peut suivre toutes vos actualités. Je vous souhaite une excellente continuation. Longue vie à tous vos projets, dont Saint-James et Saint-Georges, dont on a hâte d'avoir des nouvelles. Je vous remercie encore et puis je vous souhaite une excellente continuation. Merci à vous aussi, Mireille. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter Leader en coulisses, l'espace où l'on révèle l'humain derrière le dirigeant. Si cet épisode a suscité en vous des pistes de réflexion, dites-moi tout et abonnez-vous. C'est ainsi que notre communauté de leaders grandit et rayonne. Un grand merci à notre partenaire, la Villa Saint-Andrews, où nous avons eu le privilège d'enregistrer cet épisode, un lieu de convivialité, de luxe et d'évasion. Et si vous souhaitez donner un véritable coup de boost à votre leadership tout en étant accompagné sur la durée, découvrez mes programmes d'abonnement avec la Coach Me Academy pour dirigeants ou mes séminaires immersifs entre leaders à découvrir sur www.coach-me.com. On se retrouve très vite pour une nouvelle rencontre inédite.